Longtemps marginalisées au sein des études littéraires, les études francophones peinent encore aujourd'hui à trouver une place pleinement reconnue dans le champ universitaire français. Entre cadres théoriques mouvants, influences postcoloniales et enjeux de légitimation, comment les études francophones sont-elles enseignées et perçues en France ? Quelle dynamique se dessine face aux perspectives anglo-saxonnes et au débat sur la mondialisation des lettres ? Avec Mohamed Aït-Arab, nous analyserons l'évolution et les défis de ces études au sein des institutions académiques. Et nous sommes heureux de vous retrouver pour ces causeries des humanités consacrées aux études francophones. Et nous retrouvons à cette occasion Mohamed Aït-Arab. Bonjour Christophe Porlier. Alors bonjour Mohamed Aït-Arab, vous êtes maître de conférence hors classe à l'Université de La Réunion, vous êtes professeur agrégé de lettres modernes. Vous avez tout un passé sur les études francophones, mais pourriez-vous nous rappeler un petit peu votre parcours ? Eh bien, j'ai longtemps enseigné, j'ai débuté ma carrière au lycée en tant que professeur certifié puis professeur agrégé. Les études francophones m'ont toujours accompagné. Je me souviens d'une après-midi où Axel Gauvin était venu discuter avec mes élèves de lycée d'un de ses romans. Ça avait été une après-midi passionnante. Il devait rester 1h30 et il a passé l'après-midi avec nous. Les élèves étaient enchantés. Et puis ensuite, l'opportunité s'est présentée d'intégrer l'université où je suis maintenant enseignant, d'abord comme professeur agrégé, comme Prague, puis ensuite comme enseignant-chercheur depuis plus de 20 ans. Voilà, et vous êtes enseignant-chercheur et chercheur au sein du laboratoire DIR. Exactement. De l'Université de La Réunion. Alors, nous allons, après donc une première causerie, un premier épisode consacré à la francophonie et à la notion de francophonie, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux études francophones dans l'université française. Alors, comment aujourd'hui la littérature francophone est-elle enseignée dans les universités françaises ? Alors, il faut distinguer deux types de situations. Certaines universités, depuis les années 70, ont fait une place plus ou moins importante aux études littéraires. Souvent d'ailleurs à l'initiative de quelques enseignants-chercheurs qui ont mobilisé toute leur énergie, tout leur dynamisme. Je pense par exemple à Charles Beaune, spécialiste des littératures du Maghreb à Lyon. Je pense à Bernard Moralis, rejoint ensuite par Romuald Foncoua à Cergy-Pontoise. Donc vraiment ça a été, et puis si on parle des plus anciens, Jacques Chevrier également à Paris, c'était des initiatives un petit peu isolées, des gens qui ont pris à bras le corps l'enseignement de ces littératures et qui ont formé des générations d'étudiants plus ou moins spécialistes ou totalement spécialistes des études francophones. Et puis, il y a des universités où les études francophones ou les littératures francophones sont totalement absentes. Pour vous montrer à quel point la place de ces littératures et de ces études est encore discutée, est encore à débattre, il s'est passé en 2020 quelque chose pour nous, enseignants-chercheurs en études francophones, qui est presque blessant. L'université de Rouen, en 2020, ouvre à candidature un poste de maître de conférence en littérature comparée et littérature francophone, au pluriel. Et la procédure veut qu'il y ait un comité de sélection qui soit monté pour évaluer les différents dossiers scientifiques des candidats. Étrangement, dans ce comité de sélection, il n'y avait aucun francophoniste. Or, les études francophones sont à cheval sur deux sections CNU, la 9e et la 10e section du Conseil national des universités. Donc il y avait suffisamment de spécialistes dans les universités de France hexagonale ou de l'outre-mer pour aller chercher quelqu'un qui aurait pu faire partie de ce comité de sélection. Bizarrement, personne. Ça veut dire que ceux qui ont jugé de la qualité scientifique et académique des candidats, c'était des médiévistes, des spécialistes du 18e, 19e, et on n'y a vu aucun problème.
Imaginez que demain, il y ait un poste de spécialiste de littérature du 19e siècle et qu'il n'y ait aucun spécialiste du domaine et du champ de recherche à l'intérieur du comité de sélection. Tout le monde trouverait ça scandaleux. Là, c'est passé, j'allais dire presque comme une lettre à la poste. Ça vous situe un petit peu la place qu'occupent ces littératures dans le système universitaire français aujourd'hui. Alors justement, écoutez, ça m'incite à vous poser tout de suite la deuxième question. Existe-t-il une hiérarchie implicite entre la littérature française et les littératures francophones dans les programmes académiques? Bien sûr qu'elle existe. Lorsqu'on dit littérature francophone, automatiquement, c'est la littérature de quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'un écrivain français de France, il n'est pas écrivain francophone. Donc on se demande en quelle langue il écrit. Il y a un autre indice qui est très révélateur, c'est la place qu'occupent dans les concours, je pense notamment à l'agrégation, les auteurs francophones ou simplement au baccalauréat. Il y a quelques années, au baccalauréat, il y avait une œuvre d'Aimé Césaire, le discours sur le colonialisme. Cette œuvre a été retirée au bout d'une année, alors qu'en général, on laisse les textes 2 années de suite. Si on regarde également dans les concours de l'agrégation, les auteurs dits francophones sont réduits à la portion congrue. De temps en temps, il y a un petit texte d'un auteur francophone. On va aller chercher, par exemple, Nicolas Bouvier, qui est suisse. Et si vous regardez un écrivain, un poète comme Saint John Perse, régulièrement, il est au programme du concours de l'agrégation. Aujourd'hui, qui lit, honnêtement, à part quelques étudiants obligés par les programmes de leur licence de lettres Saint John Perse? Et si on compare avec Aimé Césaire, qui lit Aimé Césaire? Quelle est l'audience des deux? Et pourtant, on voit bien quels sont les choix qui sont faits. Donc, est-ce que c'est par méconnaissance? Je ne voudrais pas jeter la pierre au jury qui compose ces programmes. Est-ce par méconnaissance? Peut-être. Donc, ça veut dire qu'il reste encore un travail énorme à faire pour faire connaître ces littératures. Ou est-ce qu'il y a une forme, comment dire, non pas de rejet, mais de mise à distance? Parce que finalement, ces littératures, on en parlera peut-être tout à l'heure, posent un certain nombre de problèmes à l'institution universitaire et à la critique universitaire en France. Alors merci, je pense que là, pour le coup, vous plantez, si l'on peut dire, le décor, ou du moins les éléments de réflexion. Nous avons évoqué la francophonie lors du premier épisode, la question de la francophonie, du dynamisme de ce réseau de la francophonie. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir justement une incitation, une influence de ce réseau sur la reconnaissance académique dans les universités françaises de ces études francophones? Honnêtement, je ne suis pas très, très optimiste. J'ai l'impression que ce que Jean-Marc Mourat appelle le francophonisme, c'est-à-dire ce réseau institutionnel, je ne sais pas vraiment s'il pèse sur les autorités académiques de chaque pays. On a chaque année les grandes messes où les chefs d'État, les principaux dirigeants des pays de la communauté francophone se réunissent. Mais est-ce que ces institutions sont capables de peser pour faire en sorte que les études francophones trouvent une place dans les différents systèmes universitaires? Je n'en suis pas sûr. Vous savez, dès 1969, à l'initiative du professeur Antoine Naman à Sherbrooke, au Québec, avait déjà eu lieu une première rencontre où l'objectif était de dire il faut permettre aux littératures francophones d'être enseignées, d'être étudiées, de faire l'objet de recherches académiques. 1969. Et je n'ai pas le sentiment que les choses progressent de manière significative. Il y a encore beaucoup d'obstacles, il y a encore beaucoup de réticences qu'il faut parvenir à lever. Il ne faut pas non plus désespérer et baisser les bras, mais je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, la francophonie dite institutionnelle soit réellement un élément dynamique et moteur pour permettre à ces littératures de trouver la place qui doit être la leur dans l'institution universitaire, dans les institutions universitaires.
Alors Mohamed est arabe, donc revenons-en à ces études francophones. Est-ce qu'il y a des courants théoriques et quels seraient ces principaux courants théoriques qui structurent les études francophones? Pendant longtemps, on s'est surtout intéressé aux littératures francophones d'un point de vue, j'allais dire, territorial. On peut voir des images, quelques exemples à travers ces publications. C'est-à-dire que on pensait, mais ça c'est peut-être un héritage français où la langue est liée à un territoire, à une identité. C'était des monographies qui étudiaient une littérature bien particulière dans un champ bien particulier, que ce soit les Antilles, que ce soit le Québec, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Congo. Et alors, ces monographies avaient sans doute à l'époque toutes leurs raisons d'être et elles étaient pertinentes parce qu'elles permettaient d'approcher un domaine littéraire qui, au sein de l'université française, était totalement méconnu. Je pense qu'aujourd'hui, on doit aller vers une forme de comparatisme et se débarrasser de cette territorialisation ou de cette spatialisation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, un écrivain dit francophone, je prends l'exemple de Alain Mabankou, écrivain d'origine congolaise, qui vit et travaille aux États-Unis dans une université nord-américaine, il le dit lui-même, l'influence du roman américain est très forte dans son écriture. Bien sûr, il connaît les classiques français, parce qu'il a eu un cursus universitaire en France. D'ailleurs, c'est très intéressant de revenir peut-être sur le parcours de Alain Mabankou, qui en 2016, si ma mémoire ne me trompe pas, avait été invité par Antoine Compagnon à la chaire, à occuper une chaire au Collège de France, la chaire de création. Et peut-être qu'on reparlera du discours inaugural de Alain Mabankou, qui a égratigné un petit peu l'université française à cette occasion-là. Donc, il y a aujourd'hui des échanges, et peut-être que en se débarrassant de cet ancrage territorial comme on l'a longtemps fait, on peut peut-être arriver à des études un peu plus ouvertes, à davantage de comparatisme. Moi, il me semble que c'est la voie de l'avenir. Si on veut permettre aux études francophones de se développer, d'occuper la place qui doit être la leur, peut-être cesser avec cette territorialisation des études pour aller peut-être vers davantage d'ouverture et davantage d'échanges. Nous avions parlé la dernière fois très brièvement, peut-être qu'on peut y revenir, du travail qui est fait par un certain nombre d'universitaires, de poètes, d'écrivains, de romanciers en Polynésie française. En Polynésie française, il y a l'université de Polynésie française, qui aujourd'hui est une université de plein droit. Il y a un certain nombre de chercheurs autour de Sylvie André, autour de Carole Athème, qui travaillent sur cette littérature qui est un petit peu ignorée. Et pourtant, il y a des choses très intéressantes qui sont faites à Tahiti et dans les îles à partir de ce territoire. Il y a des éditeurs, je pense notamment à Christian Robert et au Vent des Îles, qui ont un dynamisme extraordinaire, non seulement pour publier ces auteurs, mais aussi pour s'ouvrir aux auteurs anglophones du Pacifique Sud. Il y a des échanges extrêmement fructueux entre les auteurs polynésiens et les auteurs néo-calédoniens, entre la Polynésie et les Samoa, les Fidji, la Nouvelle-Zélande, où là aussi des auteurs maoris publient. Donc je pense que l'avenir, et pour répondre à votre question, il est là. C'est-à-dire, peut-être que c'était un passage obligé de produire ce type de monographie ancrée dans un territoire consacré au roman algérien, à la littérature congolaise, mais aujourd'hui peut-être qu'il y a nécessité d'aller vers davantage d'ouverture. Alors justement, la question qui suit va interroger ce point. Est-ce qu'il y a une différence de perception entre les universités françaises et les universités anglo-saxonnes sur ces littératures francophones? Alors, c'est un des points qui fera l'objet d'une causerie avec des universitaires, voilà, d'une causerie à part entière. Mais déjà, peut-être, on peut petite introduction, apporter, mettre un petit peu l'eau à la bouche. C'est un écrivain djiboutien qui s'appelle Abdourahmane Ouaberi, qui a écrit là-dessus. C'est dans cet ouvrage qui a fait pas mal de bruit à sa sortie. Ça a d'abord été un article publié dans Le Monde, intitulé « Pour une littérature monde en français »,
sous la direction de Michel Lebris et de Jean Rouault, qui est devenu ensuite un ouvrage coordonné par ces deux auteurs et qui a permis de se rencontrer de multiples collaborateurs. Et voilà ce que dit Waberi. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais avec lui, on peut en discuter. Je pense qu'il enjolive un petit peu le système universitaire nord-américain. Je le cite. « À l'université, le sort des écritures dites francophones, et il met des guillemets à francophones, n'est pas à envier davantage. La même pensée systématique, paraphrastique et in fine hiérarchisante, et ça répond un petit peu à votre question, règne dans les coulisses quand elle ne déroule pas ses muscles dans les amphithéâtres et dans les pages des manuels édités depuis le sommet de la pyramide. » Et à contrario, Waberi valorise les universités américaines qui seraient plus ouvertes à ces littératures. En fait, oui, elles le sont. Sauf qu'il ne faut pas oublier que le système universitaire nord-américain est un système extrêmement concurrentiel. Et peut-être que certaines universités, lorsqu'elles ont ouvert leurs portes aux littératures d'ailleurs, dites francophones, ce n'était pas dénué d'arrière-pensée. C'était peut-être dans ce mouvement de positive action, d'affirmative action, essayer de récupérer des étudiants afro-américains, par exemple, et donc de bénéficier de subventions substantielles pour pouvoir faire fonctionner leurs universités. Donc, je pense que ce n'est pas uniquement par amour des littératures francophones que certaines universités aux États-Unis se sont ouvertes à cette dimension-là. C'est une forme de marché de l'offre de formation au travers de sujets qui peuvent relever de la diplomatie également universitaire et culturelle. Petite question par ailleurs, est-ce que les littératures francophones ont-elles réussi à s'émanciper du regard parisien comme seul centre de légitimation ? Elles sont en train de le faire. Elles sont en train de le faire et cela, on le doit à toute cette génération d'universitaires, de critiques qui travaillent dans les universités nord-américaines, aux États-Unis et au Canada, qui ne sont ni canadiens ni états-uniens et qui ont vraiment renouvelé l'approche. Je pense par exemple à quelqu'un comme Homi Bhabha, dont l'ouvrage Les lieux de la culture, qui a mis longtemps à être traduit, est un élément extrêmement important, un outil de réflexion un petit peu dans la lignée de l'orientalisme d'Édouard Saïd, ouvrage déjà ancien de la fin des années 80, qui avait renouvelé l'approche. Et donc, on est en train de s'émanciper. Pour reprendre les termes d'un écrivain africain, anglophone, on est en train de provincialiser la France. Autrefois, le seul centre de légitimation, qu'il soit dans l'université ou dans la critique journalistique, par exemple, c'était Paris. Nous rappelions la dernière fois que pour un écrivain, être reconnu comme tel, c'était publier à Paris. Publier chez soi, à Casablanca, à Kinshasa, à Abidjan, c'était être un écrivain presque de second rang. C'était quand on publiait à Paris qu'on était véritablement un auteur. Bien, pour le travail universitaire, il me semble que c'est quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça ne va pas sans des tensions, sans des réticences. Il y a des chapelles qui s'affrontent, qui ne sont pas forcément d'accord, mais on est en train, grâce au travail de Spivak, de Homi Bhabha et de bien d'autres, et c'est vrai que c'est un travail qui vient essentiellement des universités anglo-saxonnes, on est en train de se dire que Paris n'est plus le centre de ces études et que d'autres choses peuvent être faites de manière tout à fait intéressante et pertinente sans forcément recevoir l'aval de Paris. Donc on peut dire d'une certaine façon que la critique universitaire française a évolué face aux perspectives postcoloniales ou décoloniales. C'est d'une certaine façon, on voit là évoluer effectivement ce décentralisme. Alors, oui, elle a été obligée d'évoluer et on le doit à un certain nombre de personnalités. Le premier qui a introduit la notion de post-colonial en France, alors qu'elle était déjà extrêmement connue dans les universités anglo-saxonnes, c'est Jean-Marc Mourat.
grâce à des gens, des universitaires comme Jean-Marc Mourat, puis à sa suite Anthony Mangeon, Yolène Parizeau et bien d'autres que j'oublie, on a été forcément obligé de renouveler un petit peu les cadres de réflexion, les éléments conceptuels pour approcher ces littératures. Et là, l'ouvrage dont on a parlé au tout début, à savoir le nouvel état des lieux des littératures francophones, c'est un ouvrage qui est issu d'une série de séminaires. Les organisateurs ont voulu que les rencontres ne se limitent pas à des rencontres entre universitaires. Ils ont ouvert ces séminaires à des écrivains. Donc c'est très intéressant d'avoir aussi le point de vue des écrivains. Je pense notamment à une écrivaine et youtubeuse québécoise qui a un parcours assez particulier. Elle est de père tunisien, de mère québécoise. Elle a été elle-même, elle le dit, immigrée en France pendant quelques années. Et quand on l'interroge sur les littératures francophones, elle dit c'est les littératures d'à côté, celles que l'on présente par ce qualificatif, parce qu'on ne veut pas les intégrer à la littérature française, comme si elles n'étaient pas dignes d'intégrer le corpus des littératures françaises. Donc, grâce à ces gens-là, finalement, la critique, bien sûr, évolue. Le seul, peut-être, regret que l'on peut avoir, c'est que les textes écrits en anglais, et souvent des textes très, très intéressants, mettent un certain temps à être traduits en français. Donc, soit on y a accès dans la langue originale, en anglais, soit il faut patienter. Je pense par exemple aux travaux de Valentin-Yves Moudimbe, qui est à la fois un critique et un romancier congolais, qui a décrit des choses très intéressantes, qui enseigne aussi, qui a enseigné, je crois qu'il est parti à la retraite aux États-Unis. On a mis très longtemps avant que les textes critiques de Moudimbe nous parviennent à nous, lecteurs français. Alors, Mohamed Aït-Arabe, au-delà de ces aspects, quel rôle jouent les institutions comme l'Académie française ou l'Organisation internationale de la francophonie dans la reconnaissance des œuvres francophones? J'oserais dire pas grand-chose. Pas grand-chose. De temps en temps, l'Académie décerne le grand prix du roman à tel ou tel auteur dit francophone, mais j'ai plus l'impression que c'est un strapontin. Donc de temps en temps, on invite à la table le cousin de province en lui disant « viens manger avec nous », et puis ensuite on l'oublie un petit peu. Nous parlions tout à l'heure de Alain Mabanckou, ce romancier et universitaire. Alain Mabanckou a fait ses études supérieures en France, et puis je pense qu'il aurait aimé. Il était déjà un romancier, il avait déjà publié 3-4 romans d'excellente facture qu'il avait installé dans une figure de romancier reconnu. Et je pense qu'il aurait peut-être aimé continuer son travail d'enseignant au sein d'une université française. On lui a dit non, il n'y a pas de place, vous pouvez retourner chez vous. Et finalement, c'est une université nord-américaine qui l'a accueilli. Et je crois que c'est aux alentours des années 2016, Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, invite Alain Mabanckou à occuper une chaire annuelle, chaire dite de création. Et lors de son discours d'ouverture de son cours, il explique que finalement, pour être reconnu par l'institution française, et quel plus beau symbole de l'institution que le Collège de France, il a fallu qu'il quitte la France pour les États-Unis. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'il était installé aux États-Unis, qu'il a continué à écrire des romans, à faire des cours, à publier sur la langue française, sur la francophonie, sur les études francophones, à ce moment-là, on est allé le chercher en disant « Soyez le bienvenu chez nous ». Voilà. Et il a ironisé de manière extrêmement caustique sur ce détour par lequel il est passé pour qu'il soit reconnu. Mais je crois que c'est quand même significatif de cette incapacité que nous avons dans l'institution universitaire française à garder des talents. Il ne s'agit pas de les garder à tout prix. Il y a aussi des gens qui veulent mettre leurs compétences au service de leur pays d'origine, et c'est tout à fait légitime. Mais nous avons cette incapacité finalement que font beaucoup mieux les anglo-saxons à garder les talents qui souhaiteraient continuer à travailler et donc à
faire grandir l'institution et à l'enrichir. Effectivement, et donc est-ce qu'il y a aujourd'hui, en termes de reconnaissance, est-ce qu'il y a une reconnaissance suffisante des écrivains francophones dans les prix littéraires internationaux? Dans les prix littéraires internationaux, alors là j'avoue que je suis incapable de répondre à votre question. Sur les prix franco-français, oui, de temps à autre, Leïla Slimani obtient un prix Goncourt. En 2024, c'était Kamel Daoud pour ce magnifique roman qui s'intitule Houri, qui a été récompensé. J'avoue que au-delà de nos frontières, c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Je pense qu'il y a effectivement des choses qui sont faites parce que la francophonie ne s'y limite pas à l'université française. Un des plus grands centres de recherche sur les littératures africaines se trouve à Beyrouth, par exemple. Et ce n'est pas nouveau, c'est depuis 30 ou 40, voire 50 ans que cela existe. Donc, il y a sans aucun doute une reconnaissance de ces littératures, mais là, j'avoue mon ignorance. Pour effectivement compléter ce que vous disiez, c'est que le réseau de l'agence l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie, qui regroupe environ 1000 universités dans le monde, on voit finalement assez peu la présence des universités françaises, curieusement. C'est assez étonnant lorsqu'on participe à des événements organisés par cette AUF. Comment cela peut-il s'expliquer? Est-ce que c'est à mettre en relation avec, j'allais dire, l'espèce de faillite, le mot peut-être est un peu exagéré, de notre diplomatie culturelle? Les centres culturels français de par le monde étaient des centres extrêmement actifs qui attiraient une population d'étudiants qui trouvaient dans ces centres culturels français à la fois les ouvrages qu'ils ne trouvaient pas nécessairement dans leur bibliothèque universitaire. Il y avait régulièrement des pièces de théâtre qui étaient jouées, des conférenciers de très très haute stature qui étaient invités. Donc il y avait une vie culturelle extrêmement intense. Et puis les contraintes budgétaires, ou parce qu'on n'a pas voulu continuer à mettre les moyens au niveau national dans ces centres culturels, ont fait que petit à petit, ces lieux d'échange, parce que ce n'était pas uniquement, une politique de diffusion de la culture française. Ces centres culturels étaient aussi des lieux de rencontre. Ils accueillaient par exemple des pièces de théâtre écrites dans les langues du pays, en arabe dialectal ou en arabe classique, pour parler des pays du Maghreb. Ils accueillaient des troupes, de jeunes troupes d'étudiants par exemple, qui faisaient leurs premiers pas sur les planches de ces institutions. Eh bien, ça s'est malheureusement délité au fil du temps. On n'a pas mis les moyens et c'est peut-être une erreur. Parce que, au-delà simplement d'être des centres de diffusion de la culture française, ce qui est tout à fait important et légitime, c'était aussi des lieux de rencontre entre la culture française et la culture des pays où ces centres étaient installés. Et malheureusement, aujourd'hui, ce sont d'autres centres culturels, d'autres pays qui tirent les marrons du feu. On le voit, là, il y a une compétition internationale sur ces sujets. Dans les cartes du monde se redessinent au niveau géopolitique. Effectivement, la diplomatie culturelle française était à une époque très présente. Donc vous avez pu constater aussi de votre côté une perte d'influence de ce point de vue de la diplomatie française. Alors, les études francophones dans l'enseignement supérieur, comment en envisagez-vous l'avenir de ces études francophones dans l'enseignement supérieur? Malgré tout ce que j'ai pu dire, moi je reste relativement optimiste. Parce qu'il me semble d'abord que dans ce qui se publie un peu partout dans les régions où le français est utilisé comme langue d'écriture, il y a vraiment une créativité qui est assez intéressante. Je voudrais revenir sur le cas de Tahiti, qui est un de mes domaines de recherche, puisque je travaille sur les littératures insulaires. Une romancière, une poétesse, comme Flora de Vatine, fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Nous avions parlé lors de notre première causerie de Amadou Kourouma, qui avait ouvert les portes à une écriture qui peut mêler
à la fois le français et, en l'occurrence, le malinqué. Eh bien, Flora de Vatine et d'autres, Chantal Spitz, qui est une romancière, Michou Chaz, qui est une romancière également et poétesse, eh bien, ces écrivains que l'on connaît très mal, parce que Tahiti, c'est loin, parce que les éditeurs n'éditent pas de gros volumes, parce que il faut faire venir les livres, c'est parfois un petit peu compliqué, même si aujourd'hui par les e-books c'est beaucoup plus simple. Il y a une créativité dans la poésie de Flora de Vatine et des autres que j'ai cités qui est extrêmement intéressante et que moi je ne retrouve pas dans la littérature franco-française de France. Donc il me semble que ça c'est un élément qui permet d'être optimiste, à condition évidemment qu'on fasse preuve de cet esprit d'ouverture. L'autre élément qui me rend optimiste, c'est qu'il y a toute une nouvelle génération d'universitaires, de critiques qui n'hésitent pas à aller chercher ailleurs tout un appareillage critique qui va leur permettre d'analyser, de travailler sur ces littératures francophones. On a compris, grâce à des noms que j'ai cités, grâce à Jean-Marc Mourat, grâce à Michel Beniamino et grâce à d'autres, que les mêmes outils n'étaient pas nécessairement efficients pour pouvoir analyser l'œuvre de Marcel Proust et l'œuvre de Mongo Betty, qu'il fallait recourir à autre chose et ne pas se contenter, comme ça a été malheureusement le cas à une certaine époque, de voir dans ces littératures francophones uniquement des documents ethnographique ou sociologique, qui avait une véritable écriture, une littérarité, un travail sur le style, sur la structure. Et aujourd'hui, je pense que grâce à cette nouvelle génération d'universitaires et de critiques qui est ouverte sur l'extérieur, on est en train un petit peu de renouveler ces études francophones. Donc je suis optimiste. Après, effectivement, il faut peut-être que le périmètre qui leur sont consacrés à l'intérieur de nos universités soit un petit peu élargi. Donc c'est à nous de pousser les murs en quelque sorte. Eh bien, Mohamed Aït-Arabe, merci. Finalement, vous venez de faire une très très belle conclusion à cette causerie qui nous a entraînés depuis 30 minutes sur le chemin des études francophones et dans l'enseignement supérieur. Merci beaucoup. Donc, nous allons poursuivre cette série, puisque là, c'était 2 épisodes d'introduction à la série. Donc, nous allons poursuivre comment cette série ? Alors, d'abord, je voudrais vous remercier, Christophe Porlier, remercier tous les collègues de l'Université numérique de permettre, j'allais dire, aux littératures francophones de vivre par ces causeries. Effectivement, nous allons poursuivre avec 4 collègues qui sont disséminés un petit peu partout dans le monde. La prochaine causerie du mois de mars nous permettra de rencontrer le professeur Carla Calarguet qui enseigne en Floride, donc dans un contexte nord-américain, qui enseigne les littératures francophones. Donc ça sera intéressant d'avoir le point de vue d'une universitaire francophone dans un milieu anglophone, comment ces littératures sont perçues, comment elles sont étudiées, quelle est la réception qui est faite de ces littératures. Nous poursuivrons au mois d'avril, si tout va bien, avec le professeur Bouata Malela de l'Université de Mayotte. Mais bon, on sait que l'université, suite au cyclone, ça va être un petit peu compliqué, mais j'ai bon espoir que nous puissions avoir cet entretien, sinon nous le décalerons. L'épisode numéro 3 nous emmènera à l'Université McGill de Montréal avec le professeur Mbaye Diouf, qui enseigne les littératures françaises dans cette université. Et là aussi, ça peut être intéressant de voir comment ces littératures venues d'ailleurs, principalement du continent africain, se frottent un petit peu à la littérature québécoise. Ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Et nous partirons, ça va faire rêver ceux qui nous regardent, nous partirons à Tahiti avec le docteur Carole Athème de l'Université de Polynésie française. Voilà le programme des prochaines semaines. Tout un programme. Merci, docteur Mohamed Aït-Arabe. À très bientôt donc pour la suite de cette série. Merci Christophe Porlier de votre accueil. Merci. Au revoir.